Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour parler football dont notre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 14e numéro de la saison, on est à moins d'un mois du coup d'envoi de la CAN et de l'entrée en liste de l'équipe nationale en Côte d'Ivoire. On connaît désormais les détails de la préparation des Verts. On parlera donc dans cette émission de ce stage prévu du côté du Togo. On parlera de Ligue 1, bien évidemment, avec le MCA qui caracole en tête du classement de Ligue 1 après sa nouvelle victoire, la 9e de la saison sur 10 sur l'équipe de l'USM Khenchela, la JSS Sawa, Dauphin qui s'est imposé sur le fil devant le NC Magra. Et on aura en reportage aujourd'hui l'équipe de Khenchela, justement, la belle surprise de ce championnat. Et en fin d'émission, là aussi, on vous réserve quelque chose d'assez spécial, j'ai envie de dire. On vous laisse la surprise à la fin de l'émission. Et pour évoquer avec moi tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau nos consultants. Je commencerai par Mziane Eril. Bonsoir, Mziane. Bonsoir, Saïd, à toutes et à tous. Bonsoir. Et, ceux qui nous suivent sur le canal Algérie. Et de l'autre côté de la table, on retrouve là aussi nos consultants avec Djilali Touzi. Djilali, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et à vos côtés, Abdonor Kawa. Abdonor, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Djilali, bonsoir Madame Mziane et bonsoir surtout à nos amis téléspectateurs qui nous suivent assidûment. Effectivement, merci à vous tous. Et sans plus tarder, on commence notre émission avec la première rubrique. Et voilà donc la première rubrique de l'émission, les 3 points de Kawa. Alors qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine, Abdenour? Premier point, c'est un peu la bonne santé du Mouloudia. Vous en avez parlé dans vos titres. 9 victoires sur 10. 29 quasiment inédit, du jamais vu. 29 buts marqués. C'est pratiquement une performance. On n'a pas vu depuis 62, on n'a pas vu une entame de championnat. J'ai bien aimé la une du quotidien sportif compétition, qu'on salue au passage nos amis de compétition. Ils ont mis la note de 9 sur 10. Vous savez, on est en période d'examen quasiment. Et le Mouloudia, quand même, 9 victoires en 10 matchs, ce n'est pas rien. Hein, donc avec beaucoup ont confondu. Hein. Ils ont pensé que c'était une note. Non, c'est effectivement 9 matchs gagnés sur 10 matchs joués. Donc c'est quand même une performance. C'est tout comme, hein, quasiment. Voilà, oui, ça reste une bonne moyenne, 9 c'est quand même une performance significative. Voilà. C'est une performance assez exceptionnelle. Hein. Donc ça prouve que le Mouloudia, cette année, est logiquement parti pour faire une très bonne saison et pourquoi pas le titre. En deuxième position, on passe d'un extrême à un autre. Hein. C'est un peu le MCO et la JSK qui ont été reprises pendant l'intersaison par des sociétés étatiques qui en principe auraient dû régler et qui sont en train de régler un peu tous les problèmes. On s'est dit tiens, maintenant la JSK avec un sponsor assez costaud qui est la Mobilis va pouvoir sortir des difficultés qu'ils avaient eues la saison passée. Et là on est en train de revoir une JSK tâtonnante qui n'arrive pas à stabiliser ses résultats. Donc c'est un peu inquiétant pour ce club qui mérite autre chose que ce début de championnat. L'MCO, c'est pas le même problème. Hein. L'MCO, le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas encore récupéré les licences des joueurs qu'ils avaient puisque le club était interdit déjà. Mais logiquement, peut-être avec l'avenue de ces joueurs, on va voir un autre visage du MCO. Troisième point. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Hein. Et troisième point, c'est un peu la création de ce collège des entraîneurs qui a été mis en place. Collège technique national. Voilà, je dis moi collège des entraîneurs. Puisqu'il n'y a pas que les entraîneurs, les directeurs techniques. C'est beaucoup plus. Bon, il y a les entraîneurs, il n'y a même pas d'entraîneurs, puisqu'on parle de directeurs techniques des clubs de première division, ainsi que des directeurs techniques régionaux et des directeurs techniques de wilaya. Plus bien sûr les entraîneurs nationaux. La première réunion s'est tenue mardi dernier du côté du Centre technique national. Il faut dire que c'est un organe consultatif qui sera sollicité peut-être 2 ou 3 fois par an. Donc ce qui est important, moi je pense que c'est un peu toute cette direction technique que va nous présenter cette direction technique pour le développement de notre football. Donc à partir de là, peut-être que
cette installation va pouvoir apporter quelque chose de positif. Et justement, est-ce que, selon vous, rapidement, est-ce que c'est une bonne chose pour notre football, pour le développement de notre football? C'est une bonne chose dans la mesure où ils seront utilisés à bon escient. Si c'est pour faire que de la figuration, ça ne sert absolument à rien. Donc moi je pense qu'en premier temps, la direction technique nationale doit quand même présenter un projet de développement. C'est ce qui nous a toujours manqué. À chaque fois, il y a un directeur technique qui est installé. Quelque temps après, c'est un autre directeur technique qui vient, qui a d'autres vues sur le développement. Mais finalement, on n'a rien vu. Donc j'espère que cette année, il va y avoir quelque chose de plus concret. Merci. Est-ce que vous voulez rebondir sur l'un des points évoqués par Abdel Kawa, notamment par rapport au collège d'entraîneurs, collège plutôt technique national? Est-ce que, Ziane, vous pensez... En principe, on sollicite les anciens sélectionneurs aussi. Est-ce que vous avez été appelé, convoqué Non, pas du tout. Donc, alors qu'en principe, d'après mes informations, les anciens sélectionneurs étaient sur la liste. En tout cas, ils étaient en principe conviés à cette réunion. Enfin, c'est pas un problème, mais enfin, un collège technique devrait aussi intégrer, il me semble, les entraîneurs, à la limite les entraîneurs de Ligue 1, des clubs professionnels. On ne peut pas faire du football sans les entraîneurs. On ne peut pas le faire qu'avec les directeurs techniques régionaux, les directeurs techniques de Wilaya. Les entraîneurs sont... Il y avait Jamal Belmadi qui était présent à cette réunion, qui a pris la parole. Belmadi représente la structure nationale, il est le sélectionneur national, mais les entraîneurs de club devraient aussi figurer dans ce collège. Enfin, peut-être que on a procédé juste à la création du collège, et c'était l'installation. Peut-être qu'il y aura d'autres rassemblements qui vont inclure tout le monde. Je le souhaite en tous les cas. Concernant, je voudrais rebondir un peu concernant justement sur les entraîneurs de la D1. Une petite anecdote. La Ligue 1, on ne dit plus la Ligue 1. Une petite anecdote, à l'époque de Kourkouf, il avait fait une réunion justement avec les entraîneurs de la Ligue 1, entre guillemets, et puis il avait fait une deuxième réunion avec eux un mois après. C'était pas les mêmes entraîneurs. C'est vrai, c'est vrai que là vous touchez. Comme cette année. C'est vrai, un point important. Comme cette année, sur les 16 entraîneurs qui ont débuté cette saison, 13 ont été. Djelali, c'est une bonne chose. Déjà, le fait d'avoir pensé à mettre en place ce collège. Donc, mais c'est un décret ministériel qui devait être appliqué en 2014 déjà. Donc on est en retard de 9 mois, 9 ans. Là, il faudra penser aussi à la composante, comme il a dit Chir tout à l'heure. Donc de quoi il est composé, quels sont les... On vient de le dire, c'est les directeurs techniques, les DTW, il y aura aussi... Logiquement, les anciens DTN, les anciens sélectionneurs, les entraîneurs de Ligue 1, etc. Et puis bien sûr les directeurs techniques régionaux probablement. Et aussi quelle est la mission principale qui lui est attribuée? C'est juste un organe consultatif. Par exemple, il y a une Coupe d'Afrique qui va se dérouler. Après cette Coupe d'Afrique, il va falloir faire peut-être un bilan technique sur ça. Et c'est tout indiqué, le collège. Il y aura aussi des propositions qui seront faites beaucoup plus peut-être au développement et la formation chez les jeunes aussi. C'est très important. C'est la tâche essentielle de la direction. Ça, c'est une mission fondamentale et principale de la DTN. Ça, c'est une mission permanente. Le collège, c'est autre chose. Le collège, d'abord, il est statutaire, d'une part. En plus, c'est une obligation de la FIFA. La FIFA t'oblige oblige chaque fédération à avoir un collège technique. Mais qui peut contribuer énormément au développement. Bien sûr, c'est un organe de réflexion et de proposition. Très très bien, toutes les propositions sont les bienvenues. Effectivement, Abdel. On passe à présent à la Coupe de la Confédération, puisque vous le savez, le match qui en principe devait opposer le CR Belouizdad au Ahli du Caire ne se jouera pas, puisque le Ahli du Caire dispute en ce moment la Ligue des Champions, plutôt la Coupe du Monde des clubs, et on passe à la Coupe de la Confédération.
effectivement. Voilà. On me dit à l'oreillette, effectivement, je suis passé directement à la Coupe de la Confédération, alors qu'on a notre sujet concernant l'équipe nationale. Effectivement, merci à Hanan et à la régie. J'ai sauté quasiment à une rubrique. Un volet très important. Voilà. Puisqu'on parlait de l'équipe nationale et plus du collège et de la DTN, je suis passé directement au club. Donc on aura donc à parler de l'équipe nationale bien évidemment, puisque l'information principale cette semaine et le communiqué est tombé hier après-midi de la Fédération algérienne de football. La sélection nationale ira se préparer pour cette CAN du côté du Togo du 1er au 10. Et à Lomé, plus précisément, et l'équipe nationale jouera là-bas justement 2 matchs amicaux face à l'équipe locale du Togo et le Burundi, là aussi le 9 janvier, avant donc de prendre la direction le 10 du côté de Bouaké en Côte d'Ivoire pour entamer donc les choses sérieuses avec cette CAN qui débutera pour l'Algérie le 15 janvier prochain face à l'Angola. Zianeril, justement, ce stage au Togo, un pays qui n'est pas très très loin de la Côte d'Ivoire, donc pays qui organisera cette 34e édition de la CAN. Vous pensez que c'est une bonne chose pour la bande à Djamel Belmadi? Ah, tout à fait. Avant chaque tournoi de cette envergure, il s'agit d'abord même si les joueurs aujourd'hui connaissent un peu l'état des terrains africains qui s'améliore d'année en année, surtout le climat des pays africains en cette période de l'année aussi. Bon, c'est toujours utile, en tous les cas, de régler, d'opérer des réglages, les derniers réglages avant l'entame d'un tournoi aussi élevé que celui de la CAN. Donc, se rassembler dans les mêmes conditions climatiques, surtout, que ceux de la CAN en Côte d'Ivoire, je crois que c'est toujours utile et aussi procéder au dernier réglage. Même si le climat n'est pas tout à fait le même, puisque à Lomé, il y a une forte humidité, d'après ce qu'on m'a dit, alors que du côté de Bouaké, peut-être l'humidité n'est pas aussi importante. C'est vrai que du côté de la fédération, il faut souligner une chose, c'est qu'au départ, on était plus sur le Ghana ou bien la Guinée équatoriale. Là, les deux pays ont quasiment un même climat que la Côte d'Ivoire, même si... Enfin, ils sont un peu plus difficiles peut-être au Togo qu'en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais il y a eu... Le choix est judicieux. Oui, absolument. Mais voilà, par rapport aux matchs amicaux, il y a eu un souci par rapport à l'organisation et la programmation de matchs amicaux. Donc la fédération a été contrainte à choisir le Togo, puisque déjà la sélection du Togo a accepté d'affronter l'équipe nationale, même si ça ne sera pas l'équipe A, il faut bien le souligner, puisque ni le Togo ni le Burundi ne sont qualifiés pour cette phase finale de la CAN et donc ne pourront pas disposer de leurs joueurs évoluant notamment dans les championnats étrangers. À cette période de la préparation, le plus utile, ce n'est pas en fait la qualité de l'adversaire, mais c'est surtout les réglages qu'on peut opérer dans notre équipe. Donc, que ce soit l'équipe A ou une autre équipe de moindre envergure, il s'agit... Avoir un sparring partenaire, c'est déjà important. Il s'agit d'opérer les derniers réglages avant le premier match de la Coupe d'Afrique. Et pour cela, nous avons besoin d'un adversaire. Jouer un match entre les mêmes joueurs, nos joueurs, c'est pas du tout pareil. Donc, avoir 2 matchs de préparation avant le tournoi, il me semble, en tous les cas, c'est un choix assez judicieux de la part du staff technique national et de la fédération. Justement, Abdelnour, Ziel le souligne très très bien par rapport au choix des adversaires pour ces matchs amicaux. D'ailleurs, le coach national Djamel Belmadi, selon le président Walid Sadi, a demandé à ce que justement l'Algérie affronte des joueurs du palier 4. Donc il ne veut pas une confrontation, on va dire, face au ténor du continent. C'est une manière aussi de se rassurer avant d'entrer en compétition. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est
pendant cette période-là, le stage commence le 1er, d'abord la première partie à Alger, ensuite... Voilà, il y aura déjà, effectivement, c'est bien de le rappeler, il y aura déjà à partir du 25-26 décembre un premier regroupement non officiel, puisque le stage réellement débutera début d'année, mais les joueurs qui manquent de compétition à l'image de Slimani, Atal seront là. Donc c'est l'occasion unique, parce qu'habituellement, quand on revoit depuis la dernière Coupe d'Afrique, tous les stages que l'équipe nationale avait fait, c'est des stages de 3-4 jours. Donc en 3-4 jours, on n'a pas le temps de pouvoir développer quelque chose, donc il faut aller parer au plus précis, c'est préparer le match. Là, il y a quand même un peu plus de 2 semaines, 3 semaines, disons, avec donc il y a de quoi pouvoir travailler. Si on arrive à atteindre la finale, on a jusqu'au 13 février minimum. Oui, mais non, je parle du 11, de la préparation d'avant. Du 26 décembre jusqu'au 15. Voilà. Donc ça nous fait quand même un peu plus de 3 semaines de préparation. Et là, le coach national, ainsi que tout le staff technique, a tout le loisir de pouvoir préparer l'équipe en fonction des objectifs, non seulement des objectifs, mais de la manière dont notre équipe nationale va entamer ces matchs de qualification. Maintenant, le plus important, ils ont choisi le Togo. Moi, je pense que c'est une très bonne chose par rapport à la Coupe d'Afrique précédente où nous avions fait la préparation au Qatar. Et qui a, en 2019, on a fait la préparation au Qatar et on a gagné la CAN. Oui, mais le Qatar et l'Égypte, c'est à peu près la même chose. Ils sont pas. Mais Qatar et Cameroun, ça fait une grosse différence. Enfin, je ne veux pas reparler de ça. Là, le plus important, c'est que le Togo est un pays pratiquement frontalier à la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne décision. Maintenant, le plus important, c'est d'être prêt dès le premier match. Et justement, l'équipe nationale se rendra à Bouaké, je le disais, le 10 janvier, donc déjà 5 jours avant le premier match. Et je me rappelle ce qui avait fait débat en 2021 avec cette organisée janvier 2022 au Cameroun, c'est que l'Algérie était arrivée à Douala quasiment même pas 3 jours avant le premier match. Voilà, même pas 72 heures, et ça avait déjà créé un petit peu la polémique à ce moment-là. Et justement, Djilali Touzi, on va parler en tout cas de cette préparation qui approche du côté des Verts, et en parlant des joueurs. Le coach national a envoyé à travers la Fédération algérienne de football sa liste élargie, donc 50 joueurs, on parle de 50 à 55 joueurs retenus. Il n'y a pas lieu de débattre sur cette liste puisqu'elle est élargie, donc il y a beaucoup de joueurs qui ont été cités, notamment avec les Belaïli et compagnie. Justement, à Youssef Belaïli, on parle de son retour en équipe nationale. Vous pensez qu'il peut apporter réellement, que sa convocation est importante en vue de cette CAN selon vous, ou ça serait un petit peu prendre un risque de le prendre ? Non, je ne suis pas d'accord là. Je pense que le fait d'avoir déjà, au début c'était 23 joueurs, donc mais à 27 joueurs, donc je pense que Belaïli va figurer dans cette liste de par ce qu'il est en train de Vous êtes affirmatif. Je suis affirmatif, oui. Et si Belmadi décide de ne pas l'emmener, par rapport à ce qu'il est en train de Belmadi, parfois les choix sportifs, c'est pas ce qui compte le plus pour lui. L'avantage qu'il a par rapport aux autres, c'est que déjà il connaît l'Afrique, déjà il a fait plusieurs Coupes d'Afrique, donc il a cette expérience, il a cette... Vous recommandez à Djamel Belmadi de le prendre? Par rapport à ce qu'il est en train de produire, je pense qu'il mérite sa place. Justement, par rapport aux joueurs, là aussi il y a un souci qui se pose, messieurs. Pas mal de joueurs sont blessés ou reviennent tout juste de blessures. Actuellement, déjà, Aïssa Mandi rejoue de nouveau quasiment un mois après donc sa blessure avec l'équipe nationale face au Mozambique. Il était donc titulaire face au Real Madrid. Le match se joue en ce moment même. Là aussi, bonne nouvelle, j'ai envie de dire, avec Ait Nouri qui a repris la compétition aujourd'hui, lui aussi absent pendant 3 semaines en raison d'une blessure. Slimani blessé, mais qui ne joue pas puisque le championnat brésilien est terminé depuis le 3 décembre. Après, d'autres joueurs sont blessés. Ben Taleb, Awar, qu'on annonce déjà forfait pour cette CAN, puisque une blessure à l'adducteur
pourrait l'éloigner des terrains pour 4 semaines. Si c'est le cas, c'est quasiment mort, hein. Donc on est pratiquement déjà à moins d'un mois de la CAN. Et d'autres soucis à l'image des Ounes, Attal, Larossi qui ne jouent pas. Comment peut-on gérer cette période, Mziane, justement, quand on est sélectionneur national? C'est difficile, hein. C'est pas du tout, c'est pas simple de pouvoir composer avec un effectif dans des championnats qu'on ne maîtrise pas et qui, voilà. Et puis un jour vous faites votre liste initiale et puis du jour au lendemain vous avez 3 ou 4 noms qui sont susceptibles de ne pas venir pour blessure. Vous cherchez, bien entendu, vous avez une liste élargie, donc vous avez pensé un peu à tout ça au début. Et vous allez encore chercher dans votre liste et vous recomposez plein de choses. Plein de choses se passent dans la tête du sélectionneur. Vous avez été sélectionneur. On a été confronté à ça. Voilà. Est-ce que Belmadi, selon vous, a déjà établi une liste et il va attendre le dernier moment avant de l'envoyer à la CAF, ou bien il se dit c'est pas encore le moment, j'attendrai les 2-3 derniers jours pour établir cette liste? Il est clair que la liste, il l'a déjà. Lui, il a sa liste, mais il ne le dit pas, c'est normal. Mais bien entendu qu'il attendra le dernier moment parce que avec tous les événements que nous entendons, Flan est blessé, Flan risque de ne pas venir, etc. Donc il attendra le dernier moment, mais d'ici là, alors il y a plein de scénarios qui vont se passer dans sa tête. Il va cocher plein d'équipes et plein de noms sur plusieurs feuilles de papier pour arriver à la fin à avoir un effectif qui pourra représenter d'une façon convenable l'Algérie. Mais il n'est pas du tout facile et simple pour un sélectionneur en cette période, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs incertains. Le cas Ben Nasser, Abdelnour Kawa. Ben Nasser, absent pendant 7 mois en raison d'une blessure au genou, a repris donc la compétition officielle depuis quelques temps et il enchaîne les bouts de match, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, quand même, il a disputé quasiment 30 minutes avec le Milan AC lors du match remporté face à Monza. Est-ce qu'il faudra risquer avec lui, le prendre, sachant qu'on peut se remémorer le cas Mourad Marni en 2010. Là aussi, il revenait à peine d'une blessure au genou. Il a été retenu par la Barsaden à la CAN de 2010 en Angola. Et au final, cette CAN lui a coûté très très cher puisque ça l'a éloigné de la Coupe du Monde 6 mois plus tard. C'est pas le même cas du tout. Hein. Pourquoi c'est pas le même cas? Sachant que ils ont tous les deux la même blessure au niveau du cartilage du genou. D'accord, mais là, le temps de récupération à l'époque n'était pas le même. Aujourd'hui, Ben Nasser a été très bien pris en charge, et s'il a repris au niveau de Milan, c'est que... Il a repris il y a 2 semaines. Est-ce que c'est suffisant pour le prendre? Bien sûr que ça peut être suffisant, il ne faut pas oublier qu'on joue dans un mois. Donc il continuera d'ici la fin. Il lui reste encore 2 matchs à jouer avec le Milan. Il a repris la compétition il y a 15 jours. Oui. Il a repris l'entraînement il y a 45 jours. Absolument. Donc c'est pas le même cas que Mguné. Donc moi je pense qu'il va le prendre. Partir. Oh, ouais. C'est pratiquement, je ne vais pas dire comme a dit mon ami Djali, mais quasiment certain, parce qu'il ne faut pas oublier que Ben Nasser est quand même une pièce maîtresse. C'est un élément important. Voilà, c'est un élément. Mais on n'a pas de certitude sur son niveau actuel. Là. Oui, mais là, s'il a repris à Milan, il ne reprend pas par hasard. C'est qu'il remplit toutes les cases pour pouvoir être performant. Surtout avec les Italiens, on ne badine pas avec ça. Là, il ne badine pas avec ça. C'est vrai. Je finis donc avec vous, Djellali Touzi, sur, on va dire, les bonnes nouvelles aussi. Hein. Il y en a quand même. Hein. On a tendance à trop parler des choses qui marchent pas. Qui gênent, qui dérangent. Mais c'est ça. Hein. Donc parfois, on parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc on le dit. Ou qui arrivent avant l'heure. Ou qui arrivent. C'est un peu. C'est rare. Hein, c'est rare. On va parler de Amoura, justement, à Djellali Touzi, qui n'en finit pas de marquer. Buteur aujourd'hui, là aussi, avec son club de Saint-Gilloise. Buteur le week-end dernier, jeudi dernier, en Coupe d'Europe face au, excusez du peu, Liverpool. Ce Amoura n'en finit pas de surprendre et on va dire ça devient quasiment un élément important
presque, j'ai envie de dire, indiscutable de l'échiquier Jamal Belmadi. C'est un cas, je dirais, phénoménal. Là, c'est un joueur qui s'affirme, qui confirme de match en match. Et c'est tant mieux pour l'équipe nationale et tant mieux pour lui. Et je pense qu'il est passé à une étape étape supérieure. Donc, prochainement, peut-être, il va quitter le championnat belge. Mais c'est une bonne augure pour l'équipe nationale. Il pète la forme actuellement. Et c'est une bonne chose. Pourquoi je vous ai posé la question sur Amouara? Vous précisément, puisque Amouara, selon les dires du coach national, joue à gauche. Donc il est positionné. Voilà. Donc il sera en concurrence avec Youssef Belaïli, puisque on ne va pas oublier Guiri. Il est polyvalent, c'est un garçon polyvalent. Oui, exactement. Il peut jouer en pointe aussi. Oui. Donc, Mais aujourd'hui, est-ce que, messieurs, on va le dire clairement, est-ce qu'on peut se passer d'un joueur comme Amouara? Je ne pense pas. Donc automatiquement, si on met un avançant type, puisque Belmadi aime un avançant type, on va dire Bounjah là aussi, qui revient bien. Qui revient très très bien. Donc un Bounjah quasi, il a des chances pour être titulaire. Mahrez intouchable à droite. Amouara peut être... C'est un tournoi, Saïd. On a besoin de tout le monde. On a besoin de beaucoup de joueurs, de bons joueurs. C'est bien d'avoir 2 ou 3 joueurs, si c'est possible. 2, c'est le minimum qu'on va avoir dans Prendre Belaïli pour ne pas le faire jouer titulaire, est-ce que c'est aussi... on sait que Youssef aime être un élément important d'une équipe. Je crois quand on crée une certaine image et un certain... Il y a du flou autour de l'image de Belaïli. Belaïli, c'est un joueur comme un autre. C'est vrai qu'il a du caractère, c'est vrai que c'est un bon footballeur, on le sait. Quand il est en forme, c'est un bon joueur. Il peut apporter beaucoup à l'équipe nationale. Maintenant, dans la liste de 27, il peut avoir sa place aussi. Parce que c'est un garçon qui connaît bien l'Afrique. Titulaire, quand même. Mais de là à spéculer. Déjà à se poser un certain nombre de questions du genre... C'est un peu notre rôle. Comment il va réagir? Il va réagir comme tout le monde, il va réagir. Il va être mécontent, c'est certain. Celui qui ne joue pas est mécontent. Mais enfin, dans un cadre très limité, avec des réactions très limitées. Non, je crois qu'il ne faudra pas créer une image que Belaïli ne nous a pas encore donnée. Pour l'instant, il est bien au Mouloudia, il mène son club, il joue... il fait des matchs de bons, de moins bons, ce qui est décisif. Normal. Il se met une pression supplémentaire dans les matchs du championnat avec le Mouloudia parce qu'il a envie de s'illustrer et de montrer de quoi il est capable. Parfois, il exagère. Mais cela est tout à fait normal pour un joueur qui veut revenir au devant de la scène. Donc, sans créer une image floue autour de ce garçon, laissons-le. Et puis s'il est pris par Belmadi, tant mieux pour lui, pour l'équipe nationale. Et par rapport à des critères, on peut dire qu'il est sélectionnable. Il est sélectionnable. Exact. Très très bien, merci messieurs. On aura le temps de parler de cette fameuse liste. La semaine prochaine, Abdenour, on évoquera le cas Raïs Mboulhi. Alors si on va un peu spéculer sur cette liste de Jamal Belmadi. On passe à présent à la Coupe de la Confédération. Je disais tout à l'heure, le CRB Louisdad ne devrait pas jouer donc ce mardi comme cela a été prévu face au Ahli du Caire, puisque le Ahli du Caire joue la Coupe du Monde des clubs. Ils ont battu l'Ittihad un jour et ils doivent jouer River Plate le prochain match. Et si jamais ils arrivent à battre River Plate, ils jouent la finale. La finale face à Manchester City. Si Manchester City. En principe, il n'y aura pas de souci pour Manchester City. Ça dépend des résultats du Ahli. Exactement. Donc je disais donc on va parler rapidement de l'USM Alger qui a battu donc la semaine dernière cette équipe égyptienne du Futur FC et qui va donc de nouveau affronter cette équipe Djilali Touzi. L'USMA donc a 3 points d'avance sur cette équipe égyptienne et 1 point sera suffisant pour les USMistes pour valider la qualification au prochain tour. Mais voilà, il faudra tenir en échec quand même cette équipe du Futur FC pour surtout s'assurer la première place du classement. Je dirais que ce n'est pas un match capital, mais je dirais 1 point suffit à cette équipe de l'USMA pour se qualifier. Mais il y a un problème de leadership dans ce groupe. Donc il est bien beau de se classer premier, au moins pour... au 8e de finale, recevoir au match retour. Donc 1 point suffirait à cette équipe de l'USMA. Mais cette équipe égyptienne
C'est une équipe joueuse qui peut causer beaucoup de problèmes à cette équipe de l'USMA. On l'a vu au match aller, donc il faut faire très attention et rester lucide et serein dans ce match. Abdelnour, l'USMA joue mercredi donc en Égypte, départ de l'équipe usmiste aujourd'hui, donc l'équipe est partie en Égypte. Et lundi prochain, donc pas demain, donc lundi d'après, dans 8 jours, il y aura le Big Derby face au Mouloudia d'Alger. Est-ce que quand on est joueur de l'USMA et qu'on est assez tranquille au niveau de la Coupe de la Confédération avec cette victoire acquise notamment dimanche dernier face au même adversaire et qu'on a un derby face au Mouloudia, peut-être l'un des meilleurs Mouloudia depuis plusieurs années, est-ce qu'on a tendance à plus penser ou se focaliser sur ce match qui arrive face au Mouloudia ou comment voyez-vous cette partie face est-ce que l'entraîneur va faire certains joueurs, puisqu'on a vu l'USMA jouer avant-hier face à Al-Bayed. Comment voyez-vous un petit peu les intentions du coach Garrido? Pour l'instant, je suis en train de voir deux équipes de l'USMA, hein. Une en championnat et l'autre en Coupe d'Afrique. Si on doit se référer au match contre Al-Bayed, l'USMA n'a pas montré vraiment un visage florissant. Même s'il n'est pas simple d'aller jouer à Al-Bayed. C'est la première fois cette saison que le Bayed ne gagne pas à domicile. D'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il y a quand même un minimum. On peut perdre un match. Vous vous attendiez à une victoire de l'USMA? Pas une victoire, mais je parle du style de jeu qui a été adopté. Le contenu n'était pas... Maintenant, ils vont en Coupe d'Afrique. C'est vrai, ils sont pratiquement qualifiés. Un point leur suffit. Mais ça va pas être évident. Moi, je pense que l'USMA est en train de raisonner de la manière suivante. D'abord, se qualifier en Coupe d'Afrique pour pouvoir penser au match du Mouloudia. Et le Mouloudia USMA, on connaît très bien l'ambiance qui va être non seulement sur le terrain, mais dans les tribunes. Maintenant, est-ce que l'USMA a les ressources nécessaires pour pouvoir battre le Mouloudia? Ça reste un point d'interrogation. Sur ce match, Ziane? Le match de l'USMA à l'extérieur, je pense qu'ils ont les moyens. C'est vrai qu'en Coupe d'Afrique, là, ils montrent un visage assez séduisant et ils arrivent en tous les cas à bien négocier et leur déplacement et leur match à domicile. Mais après, en ce qui me concerne, et c'est mon avis, jouer un match à l'extérieur de Coupe d'Afrique et jouer après un derby, c'est très bien pour l'USMA. Se mettre dans le rythme du match contre le Mouloudia, je pense que s'ils fournissent un bon match en Égypte, ils viendront avec un bon moral et ils seront prêts pour justement cette confrontation. Très très bien, on passe sans plus tarder donc à la Ligue 1. Et on a joué pour le compte de la 10e journée donc, de Ligue 1 ce week-end. Et je le disais, le Mouloudia d'Alger qui continue de gagner et caracole en tête du classement. Après sa nouvelle victoire face à l'équipe de Khenchla, Fatah Abada nous fait le résumé de cette rencontre. Il va boxer cette balle. Et balle récupérée, regardez, pressing très très haut de la part. Attention à la côte, ça va être le but. Ça va être le premier but, mais c'est pas possible. Juste après quelques minutes, et c'est Naïdji. Naïdji en vrai buteur. Tout le monde sait, et toutes les équipes qui ont joué au 5 juillet ont encaissé face au Mouloudia. Ce que cette équipe du Mouloudia a toujours su gérer en deuxième mi-temps le résultat de la première mi-temps. Est-ce que ça va être le même cas aujourd'hui ou ça va être différent? C'est le deuxième but, je l'avais dit, comme en première mi-temps. Incroyable. Et sur ce but, c'est encore Naïdji qui va planter un deuxième but. L'ancien joueur du Parano qui se paye une doublée et qui va récidiver exactement comme en première période. Attention, il a de bons espaces, Youssef Belaïli, attention, il aime bien ce genre de situation. Il va décaler la balle du troisième but et vous voyez pas que ce diable de Khdalia va sauver son corps, mais la balle au danger toujours est troisième but. Troisième but par qui, s'il vous plaît? Naïdji, triplé ce soir. Ça a été l'homme de la soirée. Remarquez tout ce spectacle. Oui, heureux, très heureux même de mon triplé aujourd'hui. Vous savez, c'est le travail de longue haleine et c'est le travail de tout le groupe. Je suis très heureux de donner du plaisir et rendre
heureux, ce merveilleux public qui vient nous encourager à chaque fois et nous pousser pour aller vers de meilleurs résultats. Oui, évidemment, je serais ravi de faire partie des sélectionnés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je continuerai d'ailleurs à travailler dur, très dur même, pour convaincre le sélectionneur national. Voilà donc au montage Fatah Habada et Mohamed Haouchi ainsi que Djilali Touzi étaient aux commentaires de cette partie. On débattait sur ce plateau par rapport à la déclaration de l'AIG. Il a raison C'est légitime. De prétendre à une place pour la CAN, puisqu'il est parmi la liste élargie de Djemal Belmadi sur cette partie. Zianiril, le Mouloudia d'Alger, on le disait déjà, il enchaîne sa 8e victoire de suite. Et la 9e de la saison face à cette équipe de Khenchela. L'équipe de Khenchela qui, on a tendance à penser... ne mérite pas de façon générale. Voilà, quand on voit un 3-0, on a tendance à penser que le Mouloudia a complètement écrasé cette équipe de Khenchela. Peut-être le Mouloudia était plus efficace, intelligente dans la manière de gérer la partie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bon, je crois que Mouloudia est dans une phase de développement très propice. La mayonnaise a pris très vite et ça marche très bien. Et c'est rare parfois de voir... Oui, c'est difficile parce que quand on est dans la reconstruction d'une équipe, on est dans la recherche de l'équipe, quand il y a beaucoup de changements, beaucoup de joueurs qui ont été changés, un nouvel entraîneur, une nouvelle direction qui arrive. Donc là on est en phase de reconstruction, on est en phase de développement. En phase de développement, on grandit. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des contre-performances. Et là, pour le Mouloudia, tout semble aller, tous les signes sont ouverts, tout semble aller pour le mieux. Parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente, et puis bon... Le groupe vit bien. Il vit bien. Et ça se ressent. On le sent, et collectivement, ils ont les moyens collectifs parce que individuellement, ils ont du potentiel, donc collectivement, ils développent un bon football collectif, et puis ils ont des clés personnelles, individuelles. Dès que ça marche plus quand Belaïli ne marque pas, il y a Naïdji est là. Donc il y a toujours quelqu'un pour déverrouiller, pour trouver la solution et le code qu'il faut pour trouver la solution. Justement, vous avez commenté le match d'Illouzi. On va dire que le Mouloudia d'Alger, sans surprise, a pu battre cette équipe de Khenchela, mais là, il faudra confirmer notamment lors des prochaines journées, notamment avec ce derby qui se profile face à l'USMA. À propos de ce match, la différence elle s'est faite avec cette équipe de Khenchela beaucoup plus sur l'individuel au service du collectif. Les joueurs du Mouloudia, certes, c'est des individualités, mais c'est des joueurs très collectifs. Ils ont cette énorme capacité de travailler collectivement, que ce soit défensivement ou offensivement. La différence, elle s'est faite là. Khenchela dispose des joueurs de qualité. Il y a des joueurs, je pars sur le plan technique individuel, mais collectivement, je pense que beaucoup de travail reste à faire. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que le Mouloudia fonctionne toujours avec... il n'y a pas de turnover. La force de cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de rotation. Donc il y a toujours les mêmes 11 qui jouent. On ne change pas une équipe qui gagne. Oui, on ne peut pas parler de rotation quand le Mouloudia ne joue pas une compétition interclub. Mais c'est la force de cette équipe aussi. Ah oui, parce que là, ça aurait été un peu bizarre de voir l'équipe tourner. Il y a un collectif, il y a une homogénéité dans le jeu, il y a un groupe, il y a une cohésion dans le jeu. Donc c'est important. Vous voyez par exemple l'exemple du CRB, on a essayé de faire la rotation. C'est pas pareil, Djilali. C'est pas pareil puisque le CRB joue une compétition africaine. Le coach Paqueta était obligé de faire tourner puisque son équipe joue tous les 3 jours. Non, mais il y a encore des matchs reportés pour cette équipe du CRB. 3 matchs encore en retard à disputer. C'est un peu normal du côté du CRB et de l'USM Alger. D'ailleurs, El Kouki, la saison dernière du côté du CRB, on lui reprochait cela, le fait de ne pas avoir trop alterné. Je reviens vers vous, Abdelnour Kawa, justement, le Mouloudia d'Alger. Vous connaissez très très bien la maison. J'ai envie de dire, c'est un début rêvé. Je pense que les supporters du Mouloudia
peut-être ne s'attendaient pas. Les plus fervents optimistes ne s'attendaient pas à un tel démarrage avec 9 victoires sur 10. Vous savez, il y a eu, pendant l'intersaison, il y a eu une réflexion qui a été faite. D'abord, le maintien de l'entraîneur. C'était pas évident, il aurait pu changer d'entraîneur, puisque l'entraîneur déjà connaissait cette équipe. Il avait fait toute la phase retour de la saison passée avec eux. Et il y a eu un recrutement assez judicieux, puisqu'on a recruté de très bons attaquants. C'est la preuve, c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres clubs. Et ça, c'est la force du Mouloudia. Si Cette année. Leili ne marque pas, voilà. Cette année. On le disait, il y a Beyazid, il y a Naïdji. Ça fait les 4 meilleurs buteurs du championnat. Il y a joueur du CSC qui est deuxième. Des Dib. Mais les quatre autres, c'est Mouloudia, Belaïli, Beyazid et maintenant Naïdji. Et Naïdji, statistique importante, 7 buts, 7 passes décisives. Oui. Ce qui est énorme. Ça prouve qu'il y a des attaquants de grande valeur et c'est ce qui fait la différence. Quant au match maintenant de Khenchela, moi je pense que même si le Mouloudia mérite la victoire, mais Khenchela doit revoir un peu sa copie. Khazar doit revoir un peu Khazar le Knaoui. On passe le salut à Khazar. On le sait d'ailleurs, c'est vrai, le Knaoui. L'Adi Khazar qu'on embrasse bien évidemment. Qu'on salue d'ailleurs. Je crois ça fait à peine 15 ou 20 jours qu'il est à tête de cette équipe. Il y a un travail défensif énorme à refaire quand on revoit un peu les buts. C'est vraiment on parlera de Khenchela tout à l'heure puisqu'il y a un gros plan sur cette équipe de Khenchela vers la fin de l'émission. On passe à présent au match qui a opposé le dauphin du Mouloudia d'Alger et l'équipe de la JS Sawa face au NC Maghera. Sid Ahmed Bouraïeb au résumé, plutôt commentaire de cette rencontre. Vainqueur sur le terrain de l'US Souf lors de la précédente journée, la JS Sawa accueille le NC Maghera en espérant enchaîner un deuxième succès de suite. Les visiteurs maîtrisent le début du match et portent le danger sur la cage de la JSS. Nasreddine tente sa chance avec ce tir, mais sans succès. Quelques minutes plus tard, le gardien Ouabdi sauve les siens après cette tête de Demman. La première véritable occasion à signaler pour les locaux est cette tentative de Hamia qui passe à côté. On jouait alors la 25e minute. À 5 minutes de la fin de la première période, Barkat centre et trouve Saad. Ce dernier ouvre le score d'une superbe frappe. En deuxième période, les joueurs du Nejm se jettent en attaque cherchant l'égalisation. Leurs efforts seront récompensés à l'heure de jeu avec ce but de Demman. Saoura est alors obligé de réagir mais toujours sans succès jusqu'en fin de match où le buteur Saad se fait faucher à l'intérieur de la surface de réparation et obtient un penalty. Le joker Abdelhafid redonne l'avantage à son équipe et libère les siens. Les visiteurs tentent le tout pour le tout lors des derniers instants, mais le score reste inchangé, 2-1 pour la JSS. 3 précieux points qui permettent à Saoura d'occuper la place de dauphin au classement général. Quelle belle victoire et précieuse, notamment pour la Saoura. Vers la fin du match, la Saoura qui gagne difficilement face au NCM. Cette saison, c'est plus difficile pour la Saoura, notamment à domicile. Ouais, c'est une équipe très sobre qui n'a pas fait beaucoup de bruit dans l'intersaison pour les recrutements. Donc, ils comptent beaucoup plus sur les jeunes. Ils ont de très bons jeunes, une bonne équipe TU21 et ils comptent dessus. Et puis bon, je pense qu'ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils sont toujours là. Ils se positionnent en seconde place, sans faire de bruit, sans fanfare. Et on se dit, mais la Saoura, elle est où? Et puis quand on cherche, on les trouve juste derrière le Mouloudia, à 9 points. Et pourtant, cette équipe a été corrigée à Abdelnor par le Mouloudia d'Alger il y a 2 semaines de cela, 4-0. Il y a 3 semaines, un peu plus. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un club qui peut réellement rivaliser avec le Mouloudia en tête du classement, même si le Mouloudia a 9 points d'écart sur cette équipe de la Saoura. Bien évidemment, le CRB et l'USMA ont des matchs en retard à disputer. Oui, l'ambition de Saoura, bien évidemment, c'est un jour de réussir à être champion d'Algérie.
depuis qu'ils ont accédé en Division 1, ils ont toujours eu de très bonnes saisons. Et comme le disait Muziane, sans faire trop de bruit, on les retrouve peut-être pas deuxième, mais on les a toujours retrouvés dans les 4-5 premiers. Donc bien sûr que leur ambition, ça serait d'être champion d'Algérie, mais est-ce qu'ils en ont les capacités? Parce qu'il faut tenir quand même, il y a encore 20 matchs. Et c'est ça le problème de la Sawa, c'est une équipe inconstante, notamment au niveau des résultats. Ils sont bons à domicile, c'est intraitable, généralement. Et à l'extérieur, ils négocient très mal, ils ne négocient pas très bien. On passe au match qui a opposé le CS Constantine à JS Kabylie avec Smaïl Benqadia au commentaire. CS Constantine est à 1 point de la JS Kabylie. Et puis là, bien sûr, on s'arrête un moment pour marquer notre solidarité comme le font les supporters. Son match un peu, puisqu'il a gardé les bois du CSC, relégué sur le banc de touche. On dit voilà, c'est parti. Khaldi qui trouve Walid Arji sur le côté. Arji qui centre au deuxième poteau et Rahmani. Oh, Rahmani qui a failli marquer contre son camp. Avec ce camp boxé, ça aurait fait le but gag de l'année. Voilà le tifo. Boualia qui va tirer. Et Bouhalfaya qui suit. Qui était dans un bon timing. Arji Walid qui rentre dans les 18 mètres. Ben Chaïra. Et le tir dégagé. Chaïra a joué instantanément ce ballon. Alors pour le deuxième poteau. Et le but, non! Oh la défense! Kabylie, attention avec ce tir de Khaldi. Des actions les plus dangereuses. Regardez ce ballon mal renvoyé. Le coup de tête de Zalani. Alors, on la faute. Attention. Ben Chaïra. Et le but, non! Qui récupère le ballon et... Ah, le centre, attention à Khaldi. Le centre, Ben Chaïra. Khaldi qui remet et l'intervention de toute la défense et penalty. Alors penalty. Alors Ibrahim qui s'élance et le but. Ah, il prend à contre-pied Rahmani à la GSK avec ce penalty. Cette rencontre, mais regardez, il a pris à contre-pied. Et Ben Zayed et le contre est lancé avec Berkane qui rentre et le gardien Bouhalfaya qui sauve. Le joueur, il a juste coup. C'est vrai que c'est une rencontre de football. Attention à Msouva, la reprise. Oh, la reprise de Rjem. Regardez d'abord ce long ballon dans la profondeur et qui a repris instantanément. Comme quoi, le CSC n'est pas à l'abri d'un retour. Pied droit. Il essaye de lober. Et la reprise instantanée de Ben Zayed. Chaïra. Ben Chaïra qui centre. Et le but. Oh, le but de Belhoussini qui vient tuer le match à l'ultime seconde de la rencontre. Et de revenir au score et regarder le centre et du plat du pied. Ce ballon. Ben Chaïra, passeur décisif comme... Voilà, c'est terminé. Monsieur Azrin Anas qui met fin à cette rencontre sur le score de 2-0. Sur ce match, Djilali, le CSC a fait une bonne affaire en gagnant ce match face à la JS Kabylie, 3e le CSC après 10 jours. Avec un match en moins, effectivement. Le CSC qui confirme son réveil, qui confirme ses derniers bons résultats depuis l'événement d'Amrani. Donc ils ont fait un match plein devant une équipe de la JSK qui alterne le bon et le moins bon. Je pense que par rapport à ce qu'ils ont produit, le CSC mérite amplement sa victoire. Sur ce match, Mziane, là aussi, la JS Kabylie, on a parlé du CSC, la JS Kabylie qui patauge, malgré les 2 victoires face au MCO et Belaknoun, on en a parlé la semaine dernière, le rendement est catastrophique, il faut le dire clairement. La JSK, comme dirait mon ami Mustapha. C'est vrai que là, ils n'arrivent pas à enchaîner les bons résultats. Mais au-delà des résultats, au-delà du... C'est le jeu, ce n'est plus la JSK. Un jeu insipide, ça ne donne plus envie de voir cette équipe jouer, il faut le dire clairement. Personne ne fera mieux.
Là, il faut se rendre à l'évidence. C'est pas une question d'entraîneur. Pas une question Vous pensez que c'est Moi, pas... je le pense, et très sincèrement, c'est pas une question d'entraîneur. Ça peut déclencher un déclic sur quelques matchs comme ça, mais ça ne changera pas grand-chose tant qu'on n'aura pas changé ceux qui font le spectacle. À savoir les joueurs. Pour avoir une bonne équipe, il faut avoir de bons joueurs. C'est vrai que le staff... Ces joueurs-là, il y a quelques mois de cela, technique, quand même arrivaient à produire du beau jeu. C'est-à-dire Lorsque Bouzidi a pris en main l'équipe, quelques temps après, il a remis l'équipe sur rail. La JSK de la fin de Un saison. Souyed était performant, un Boukhenchouch était bon, un Dadi Mouaki marquait but sur but. Kousseïla Boualia, il est où Kousseïla Boualia? On parle de joueurs qui ont du talent. Pas tout le groupe, mais... Non, il faut dire les choses comme elles sont. La JSK de la Un fin de Boualia, saison- un seul but cette saison, Mzianiri. On ne peut pas dire que Boualia n'est pas bon. Non, moi j'ai jamais dit qu'il n'était pas bon. J'ai dit que la JSK, telle qu'on la veut, telle que la veulent ses supporters, c'est une autre JSK. Vous parlez de la JSK d'antan, voilà. Non, il faut lui donner une autre dimension. Pour lui donner la dimension qu'il faut, JSK doit revoir sa composante technique. Elle doit revoir les joueurs aujourd'hui, le choix de ces joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs sur le marché, puisque vous dites, ok, moi je suis à la place de Zafour ou à la place de Cheloul. C'est pas une question du c'est pas par rapport à Zafour. Non, je suis à la place de... Personne ne peut faire mieux pour l'instant. Voilà. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça que je disais, pas une question d'entraîneur, pas une question de manager, parce que sur leur marché, il n'y a pas grand-chose. Mais le Mouloudia a pu faire un bon marché cet été. Hein. Oui, ils ont été les premiers. Ils ont mis les dire moyens. que Mouloudia avait son attaque depuis Belgrade déjà. La GSK mobilise. Depuis le début de saison. Depuis le début de saison. Pratiquement un an. Le Mobilis est arrivé mois de Depuis le février. début de cette saison. Le Mobilis, ça faisait pas longtemps. Il y a 3 mois. Hein, Mobilis, il y a 3 mois. Mobilis au mois de février. Mois de février, Il y a eu l'arrivée de ils Mobilis. n'ont pris en charge le club qu'il y a 3 mois. L'officialisation s'est faite en début de saison. Attendant, moi je crois que la JSK, il faudra lui donner le temps. Il faut permettre à cette direction, à Brahim, à Zafour, de recruter. Est-ce qu'ils ont, moyens qu'il faut, est-ce qu'ils ont le temps moment qu'il faut. Mais est-ce qu'ils ont le temps, Mziane, pour faire Non, pour cette saison. Pour cette saison, il faut oublier cette saison. Je l'ai déjà dit. Il faut sauver il faut sauver la saison. Ah. Il faut se classer de façon à permettre quand même à la JSK d'avoir honorable dans le classement général. Mais de là à dire aux supporters on va jouer le titre, on va essayer de bousculer un peu les ténors du championnat d'aujourd'hui, non, c'est là véritablement dire n'importe quoi, et à ce moment-là, bien sûr, les supporters en voudront à la direction. Donc attendant, cette année c'est une saison de transition. De transition. L'année prochaine, il est vrai qu'il faudra demander des comptes si les résultats ne suivront pas. Très bien, merci Mzianiri. On passe au match qui a opposé l'AS Souchlef au Parado Athletic Club avec Riyad Belkhati. Sur sa pelouse de Boumezrag, l'AS Souchlef a raté une très belle occasion de rester sur le podium en se neutralisant avec le Parado Athletic Club, un but partout dans un choc de cette 10e journée. En première mi-temps, Evra côté Schlef et Soukou côté Paradou se rendent coup pour coup, mais le score en reste là 0 partout. En seconde mi-temps, le danger va être de plus en plus présent devant la cage du gardien Moussaoui et les Chérifiens, protégés de Kaïs Yacoubi, vont enfin trouver la faille à la 70e minute de jeu grâce à Juba Agayeb. Mais c'était sans compter 7 minutes plus tard sur les académiciens qui ont réussi à arracher l'égalisation à la 70e minute de jeu grâce à Boulbina, le numéro 77, qui a repris un corner d'une tête décroisée et qui bat le gardien de Schlef. Un nul important pour le Paradou car il met fin à une série de 2 défaites consécutives alors que l'ASO Schlef concède une seconde contre-performance à la maison depuis le début de la saison après la défaite face au Mouloudia lors de la 5e journée. Les deux équipes restent dos à dos, mais le championnat est encore long.
Ce que j'ai aimé, le buteur, il a marqué à la 77e minute. Alors, voilà, il portait déjà le même numéro. Donc, pour cette égalisation signée du Paradou, un mot sur cette partie, Abdenor, rapidement. Ça a été un match assez plaisant à voir. Hein. Paradou deux belles équipes de notre championnat. Paradou qui sortait d'une défaite. Et bon, ils avaient tout intérêt à se reprendre. Il ne faut pas oublier que le Paradou est toujours en apprentissage par rapport à d'autres équipes. Ce sont tous des jeunes. D'ailleurs, quand on avait eu l'entraîneur du Paradou, il nous avait bien expliqué que c'était agréable de travailler avec ces jeunes-là, car ils veulent toujours apprendre. Et je pense qu'ils ont encore une très grande marge de progression dans ce championnat. Et ça va être très difficile de pouvoir les battre par la suite. Quant à Schleuf, Schleuf, on les connaît. C'est toujours une bonne équipe, ça reste toujours une bonne équipe. Mais on revient un peu au revers de la saison passée. Ils n'arrivent pas à marquer beaucoup de buts également. Après 3 semaines où l'équipe était concentrée sur la Coupe de la Confédération, l'USMA replongé dans cette Ligue 1 et s'est déplacé du côté d'Al Bayed. Résumé du match avec Sami Achichou. Quelques secondes après le coup d'envoi, les locaux ont failli ouvrir le score. Hitala profite d'une mésentente entre Dheri et Bambout pour reprendre la balle, mais son tir manque le cadre. Que le MC Bayed montre une bonne maîtrise de balle, les joueurs de l'USM Alger n'ont pas trouvé leur marque avec une attaque isolée qui n'arrive pas à créer le danger dans le camp adverse. C'est sur un score vierge que l'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Au retour des vestiaires, le MCEB rentre motivé et après une forte pression sur les boîtes de Bambout, Barka profite d'un corner bien botté par Blaribi qui ouvre le score pour les siens à la 55e minute de jeu. Après quelques changements effectués par Garrido, les Algérois retrouvent enfin leur vivacité en attaque et suite à un joli travail collectif, Ait El Hadj sert Belkacemi dans la surface de réparation. Ce dernier parvient à remettre les pendules à l'heure à la 76e minute de jeu. Les Usmis tenteront de prendre l'avantage au score, mais en vain. Rien ne va changer au tableau d'affichage jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Bambraham. Le match s'achève sur un score de parité d'un but partout. Avec ce match nul, le MC El Bayed est 5e au classement général avec 15 points, alors que l'USM Alger est 13e avec 10 points. Résultat nul, résultat équitable entre l'équipe d'Al Bayed et l'USM Alger et Djelali Touzi. Oui, comme vous l'avez signalé, c'est équitable par rapport à la production des deux équipes, surtout cette équipe d'Al Bayed qui ne laisse pas des points filés à domicile. Donc elle reste toujours invaincue. Elle avait gagné ses 4 premiers matchs à domicile. Invaincue à domicile, donc cette équipe de l'USMA est partie pour faire un résultat. Ils sont revenus avec... On peut parler d'un bon résultat pour l'USMA ? Oui, je dirais ramener un nul de Bayed, c'est un résultat positif. Très très bien. Rapidement sur cette partie, Abdenor. Un match nul. Je crois que le Bayed nous a déjà prouvé de par la saison passée que c'était une équipe qui jouait bien au football d'abord et qui était pratiquement intraitable à domicile. Quand on revoit depuis la saison passée le nombre de matchs qu'ils avaient perdus, je crois qu'ils avaient perdu 1 ou 2 matchs à domicile. Et cette année également, ils n'ont toujours pas perdu. C'est la première fois qu'ils ne gagnent pas à domicile, puisqu'ils avaient gagné les 4 premiers matchs. C'est une équipe qui est très très difficile à battre. Fragile à l'extérieur, mais à domicile. On passe au match qui a opposé là aussi, qui a opposé l'Entente de Sétif à l'équipe de l'US Souf. On va voir les images en direct. Donc l'équipe de Souf qui traverse, j'ai envie de dire, qui traverse pas, qui compte. Voilà, qui connaît un début de saison compliqué. C'est vrai qu'ils jouent avec une équipe amoindrie. Ils n'ont pas pu récupérer leur licence. Les nouveaux joueurs n'ont pas été inscrits.
Et de nouveau, cette équipe de l'Union Souf qui part à domicile face à l'équipe de l'Entente de Sétif. On voit les images, Mziane Eril. En tout cas, belle victoire pour l'Entente. Hein. Il fallait en tout cas réagir. Tout à fait, je crois que enfin, des équipes comme ça, qui ont des traditions comme l'Entente, etc., même si elles traversent parfois des moments difficiles, c'est le cas de la JSK, du MCO aussi, il viendra un temps où quand il faut réagir, ils réagissent. Ils sont là. Ils gagnent des matchs, ils arrivent à se relancer. En tous les cas, pour certains, ils sauvent leur saison. Pour d'autres, ils finissent très bien leur saison. L'Entente de Sétif fait partie de ces clubs-là. Très très bien, on passe au match qui a opposé le Mouloudia Club d'Oran. On parlait tout à l'heure avec Abdelnour sur cette équipe du MCO qui a du mal de plus en plus dans une situation critique quasiment, avec une nouvelle défaite à domicile face à une surprenante et belle équipe de l'US Biskra. Abdelnour, victoire méritée pour les Biskris. Oui, Biskra nous a déjà, la semaine passée, on avait dit beaucoup de bien sur cette équipe. Superbe but, hein, magnifique. Le maintien, il ne faut pas oublier qu'après la grosse défaite de Biskra, contre le Paradou, il était question que l'entraîneur soit dégommé et tout, mais finalement ils ont réussi à le garder. Et le plus fantastique, hein, j'ai envie de dire, du côté de Biskra, c'est qu'on a joué sans les nouveaux joueurs quasiment. Ah oui, c'est le même cas que la MCO. Sauf que pour Biskra, j'ai envie de dire, Mounir finalement. Mounir aura des problèmes désormais avec les nouveaux qualifiés. Donc, comment gérer le groupe quand l'équipe marche bien? Tant mieux. Ça fera un apport supplémentaire pour cette équipe. Mais Mounir Zordoun, maintenant, moi je pense qu'il a trouvé les ingrédients nécessaires. Voilà, les ingrédients nécessaires pour mettre en place une équipe assez performante, pourvu que ça continue pour Biskra. Et le dernier match de cette 10e journée opposé au stade du 20 août, et ce n'est pas le CRB qui recevait, hein, mais plutôt l'équipe de Ben Aknoun qui recevait justement le Shabab Riadi de Belouizdad. Et un but partout, score, j'ai envie de dire, inattendu, puisqu'on pensait que le CRB allait dérouler face à cette équipe de Ben Aknoun, Mziane Eril. Mais ça a été, j'ai pas envie de dire compliqué, puisque le CRB avait la possibilité déjà de mettre ce deuxième but et de se mettre à l'abri, mais à force de rater, cette équipe a fini par encaisser. Voilà, on voit les images de cette partie. Allez, Mziane. Ouais, enfin, je crois que ça a été pour Ben Aknoun, c'est un match qu'il ne fallait pas perdre. Pour eux, venait d'être battu le match d'avant, donc là, il voulait à la limite préserver, faire match nul, ou ramener un point pour un petit peu permettre à l'équipe de se rassurer quelque peu et en tous les cas d'avoir envie de se battre pour essayer de s'extirper de ces bas-fonds du championnat, du classement. Ça a été difficile, mais enfin, je crois qu'il y avait aussi une mauvaise lecture de l'arbitre qui avait... On va parler tout à l'heure de l'arbitre avec sinon, le CRB avait réussi cette action litigieuse. Oui, justement, Djilali, le CRB cale à domicile face à la lanterne rouge du championnat. Et ce n'est pas bon signe, hein, puisque le Mouloudia d'Alger, si le CRB veut conserver son titre de champion, il faudra faire mieux, puisque le Mouloudia ne laisse rien au passage. Je dirais que c'est le match piège par excellence. Parce que là, il y a Ben Aknoun, une équipe qui n'a rien à perdre, une équipe qui a besoin de points. Et cette équipe du CRB qui voulait à tout prix revenir dans le championnat. Mais je pense que le fait d'avoir fait reposer des joueurs, on a voulu faire des rotations, c'est ça qui a causé que le CRB a fait ce mais on a fait jouer. Parce qu'il savait que le match de l'Ahli allait être reporté.
Donc, On ne savait pas à ce moment-là, puisque je pense qu'à ce moment-là, il ne savait pas. non, Il n'avait pas l'information. parce que le match n'était pas encore. Le Ali a joué vendredi soir, donc il ne savait pas. Donc il fallait. Et moi, Djilali, il faut faire tourner quand on a un effectif C'est ce pléthorique. penalty-là, le tournant du match. Voilà. Quand on a un effectif pléthorique que celui du CRB, excusez-moi, mais quand on joue face à Ben Aknoun, si on fait pas tourner face à Ben Aknoun, avec tout le respect qu'on a pour Ben Aknoun, mais Ben Aknoun est dernière cette équipe est dernière du championnat, donc il fallait faire reposer certains joueurs. Mais est-ce que le CRB a vraiment un effectif étoffé pour pouvoir faire la rotation, comme vous le dites? Ah là, c'est une autre question. Donc la question reste posée. Ils ont un meilleur effectif que celui de la saison passée. Sur papier, en tout cas. Sur papier, absolument. Avec le recrutement effectué. On s'est dit, même avec la rotation qu'ils avaient faite, on s'est dit, ils vont écraser Ben Aknoun. Mais moi, à mon sens... Au départ, on se dit, ils vont... Mais à mon sens, il fallait assurer, il fallait faire jouer les titulaires. Quitte à perdre des points ensuite face à l'Éducat, c'est un choix, c'est un choix. C'est toujours difficile hein, dans ces conditions-là. Après coup, c'est simple pour de dire... Même si je reste persuadé que sur le match, si le penalty, vous le disiez parfaitement, le tournoi du match, si Boutman avait marqué ce deuxième but, on aurait dit... Il y aurait eu d'autres buts, clairement. Et puis même, ils ont marqué un deuxième but tout à fait. Et justement, vous parlez de ce but, ce but refusé. Polémique, hein. Il n'y a même pas de polémique, puisque j'ai envie de dire, c'est clair comme de l'eau de roche, pour ce but refusé à l'attaquant Belouizdé. On va le voir, cette position d'enjeu sur le but du Chabab, voilà, il n'y a pas hors-jeu du tout. Hein, donc, de derrière, bien sûr. C'est bizarre, hein, comment peut-on... D'ailleurs, le quatuor arbitral a été... entendu par la commission d'arbitrage. Convoqué pour audition. Merci à Stoul. Vaut mieux nous faire passer ce but de nouveau, ce but refusé, puisque quand on a vu l'action au démarrage du ballon, déjà, le joueur Belouizdé était en position licite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il a démarré derrière. Quand le joueur qui voilà. Alors regardez d'où Merci il a Mohamed. Voilà, là il donne le ballon. Il est à 2 mètres quasiment. Absolument. Ou 3 même sur le dernier défenseur de Ben Aknoun. C'est un scandale. Lever un drapeau. C'est vrai que ça force le résultat. Ça force effectivement, puisque un deuxième but sur cet accent tuait quasiment le penalty, si le penalty avait été marqué, si ce but avait été marqué, mais finalement. Mais le but a été. Non, oui, mais ça, là, il y a eu une injustice. Oui. Évidemment, quand il y a une injustice, on parle de ça. J'espère évidemment. Bon, après, des fois, les erreurs font partie de ce sport. On passe à présent au résultat complet et le classement après cette 10e journée. Place désormais, ou plutôt place maintenant, au gros plan de l'émission avec cette équipe de Khenchela après le jingle. Je disais donc, Fatah Habada s'est approché de cette équipe de Khenchela. Après une belle saison dernière, cette équipe de Khenchela, malgré sa défaite anecdotique face au Mouloudia d'Alger, réalise quand même une bonne entame de saison. On va suivre le reportage de Fatah Habada et on revient au débat. Le SM Khenchela, où les Siskawa quand même les appelaient leurs fans. Après un départ en fanfare, alignant 3 victoires de suite au début de cet exercice et devant 3 ténors du football national que sont respectivement l'Entente de Sétif, la GS Kabylie et le CR Belouizdé.
Les Noirs et Blancs marquent le pas et traversent une zone de turbulence qui a duré plus d'un mois et demi. Il y a eu le départ du coach tunisien Morad El Ourbi et l'arrivée de Nadir Leknaoui appelé à la rescousse pour remettre de l'ordre dans la maison. C'est vrai qu'il y a des choses qui manquent. Vous savez, j'ai pris l'équipe en main, ça fait un mois. Les joueurs sont fatigués. La coupure a laissé beaucoup de séquelles et il y a eu beaucoup de blessures durant cette trêve. On essaye de retravailler d'abord le moral et ensuite le physique, mais surtout le moral des joueurs pour repartir sur de bonnes bases. L'ex-coach du PAC et ses poulains ont mis 3 semaines à renouer avec la victoire. Et c'était lors de leur dernière sortie à domicile face au MC El Bayed. Mais tous les amoureux du club s'accordent à dire que le secret de cette ascension de l'USMK, et cela depuis déjà la saison dernière, s'appelle Maxwell Bakou. En effet, le Ghanéen est pratiquement derrière toutes les belles réalisations et donc les belles prestations de son équipe. Et cela fait saliver beaucoup de clubs et pas des moindres. Toujours est-il qu'aucun club ni aucun président au monde ne pourra retenir un joueur contre son gré. Mais cela a un prix. Preuve en est, Bayazid a été cédé au MCA, son adversaire du jour d'ailleurs. À la fin de la rencontre face au MCA et voulant avoir le fin mot de l'histoire, nous nous sommes rapprochés du sympathique Maxwell qui a bien voulu répondre en exclusivité à Canal Algérie. Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de sollicitations. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai failli partir en début de saison. Ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Oui, mais il y a eu beaucoup de sollicitations. Oui, non, je ne peux pas dire quels sont les clubs qui sont en train de me solliciter, mais il y a beaucoup de clubs et puis avec la direction du club, on va étudier les propositions et puis on verra bien. Cela, la direction du club et l'entraîneur Leknaoui tiennent aux joueurs, au vu des manques constatés au sein de l'effectif et notamment sur certains postes. Le coach de l'USMK le dit clairement, tout en précisant que la décision revient aux joueurs et aux responsables du club. Vous savez, la décision appartient aux joueurs et à la direction du club. Moi, je ne peux pas m'avancer sur ça. Il est vrai qu'il est sollicité, mais je ne pourrais rien vous dire. C'est à la direction de prendre la décision. Mais oui, bien sûr, Maxwell est une pièce maîtresse. Et encore, il n'est pas en possession de tous ses moyens. Malgré sa lourde défaite face au leader, l'USMK a montré de très belles dispositions, gageant que les Siskawa reviendront très forts dans les prochaines semaines. Merci à Fatah Abada. Donc Bakou qui est convoité de partout. On imagine que ce sera difficile pour l'équipe de Khenchela de le maintenir à Abdenour. Bien évidemment, si jamais il y a des offres assez conséquentes pour le club d'abord, parce qu'il est toujours sous contrat au niveau de Khenchela. Donc si Khenchela veut le céder, il faudrait que ce soit d'abord une offre très intéressante. Mais je pense qu'il va continuer quand même la saison à Khenchela parce que c'est quand même une des pièces maîtresses de l'équipe, il ne faut pas l'oublier. Et Khenchela compte beaucoup sur lui, on l'a vu notamment cette saison. Et c'est vrai, c'est bien. Soit on le prolonge, et c'est récent. Soit on le prolonge, soit on le prolonge, soit sachant que des clubs comme la JSK ou le Mouloudia d'Alger sont prêts à mettre l'argent. Ils vont s'entendre pour pouvoir lui prolonger éventuellement s'il y a des contacts. Je pense qu'il sera reconnaissant à Khenchela. Ah ça, on attendra de voir. Merci. En tout cas, on passe désormais à la rubrique de Touzi, le 11 de Touzi. Voilà, donc Djilali Touzi, comme chaque semaine, vous nous faites l'équipe type de la semaine, celle qui vous a marqué, on va dire, les joueurs qui vous ont marqué, qui se sont illustrés durant le week-end. On commence avec le poste de du paralytique. Sérénité, surtout
Je l'ai gagné. Quelque chose de très particulier pour moi. Le FC m'a donné l'opportunité de jouer une Coupe d'Europe. Ce que sont les FC Porto, ici avec vous. Nous avons gagné 2-1, nous avons fait un grand match. Je gigalise de la talonnade.
Je construis le deuxième but du côté droit des Allemands. Je dribble le défenseur. Je fais un retrait spectaculaire dans les pieds de Jouari. On marque le deuxième but et on est champion d'Europe. Et j'en revenais pas. J'en revenais parce que à chaque fois je me disais, il faut que je me pince là, c'est pas normal. Est-ce que je suis champion d'Europe? Et j'ai soulevé la coupe, la Champions League, ou plutôt la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque. Et ça restera toujours dans l'histoire. On est là-bas. Ma mère est née ici, elle y allait souvent avant, donc voilà, mais mes origines sont dans mon cœur. C'est vrai que Benzema et Zidane, ils ont opté pour la France, pour la sélection de France. Moi, je suis resté toujours dans mon pays, mais ça restera toujours Zidane, un Algérien, et pour Benzema, un Algérien. Ça prouve la valeur des footballeurs algériens, et ça, c'est quelque chose de formidable. Et donc je suis content qu'ils me suivent et qu'ils sont derrière moi et que je leur procure beaucoup de plaisir. D'abord, nous avons un grand pays, nous avons 34 millions d'Algériens et 34 millions qui connaissent bien le football. C'est des gens qui sont très intéressés. Si vous allez dans les stades en Algérie, tous les stades sont complets. Alors cette coupe, elle est formidable. Et depuis aussi que j'ai gagné cette Coupe d'Europe de club champion aussi à l'époque en 87, bien sûr que les gens donnent quelque chose de très particulier aussi à cette coupe. Voilà ce reportage donc diffusé il y a quelques années, en 2008, et qui parlait justement, il y a eu ce trophée de la Ligue des champions européenne qui faisait un petit peu le tour du monde et qui a débarqué plutôt du côté de notre pays. Évidemment, le digne ambassadeur de cette Ligue des champions européenne se nomme Rabah Madjer. Et justement, je parlais de surprise et on a avec nous au bout du fil Rabah Madjer, qui est avec nous à partir de Doha. Bonsoir Rabah, est-ce que déjà vous nous entendez bien? Je vous entends très très bien. Bonsoir Saïd, comment ça va? Je suis vraiment bien. Très content d'être avec vous ce soir. Et on a avec nous aujourd'hui là aussi que des amis, j'ai envie de dire un ancien partenaire, collaborateur, Abdelnour Kawa, pareil pour Mzianiri, Djilali Touzi, bon il est jeune un petit peu comme moi, un petit peu Djilali là aussi, qui vous salue. Rabah Madjer, déjà joyeux anniversaire, vous avez fêté vos 18 ans il y a 2 jours. Il y a 2 jours, le 15 décembre, oui. Et on a fêté tout ça en famille ici à Doha. Et voilà, on vieillit, c'est la vie, il faut l'accepter. Et vous avez reçu, on va voir en image, les félicitations du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui vous a envoyé un mail pour justement pour vous féliciter par rapport à votre anniversaire, à la date de votre anniversaire. Oui, si tu permets, Saïd, je voudrais d'abord saluer Abdelnour et Mziane, qui sont 2 grands amis, et j'ai eu le privilège de travailler avec eux en équipe nationale. Nous avons gardé que des très bons souvenirs, et je tiens à les remercier en direct. Maintenant, pour mon anniversaire, c'est un honneur et un plaisir pour moi que la FIFA m'envoie un email pour me souhaiter un joyeux anniversaire. C'est vraiment très touchant. Et il y a aussi l'UEFA aussi qui m'a envoyé aussi les félicitations. C'est vraiment très gentil de leur part. Voilà, vous êtes le digne ambassadeur, je le disais, du football national, Rabah Madjer. Justement, ça vous a fait quoi de revoir les images qu'on vient de montrer? On aura aussi quelques belles images qui vont passer donc en ce moment même. Ça vous rajeunit pas, j'ai envie de dire, ça passe tellement vite. Écoutez, quand je vois ces images, c'est un passé glorieux, un passé qu'on ne peut pas oublier de sitôt. Et voilà, moi je suis fier d'avoir donné à mon pays tout le monde attend de moi. Et j'ai donné le maximum pour donner de la joie à mon pays. Et ça, c'est, croyez-moi, quand je vois ces images, j'ai la chair de poule, croyez-moi, j'ai la chair de poule.
Vous disiez très bien, Rabah Madjer, des amis à vous, Abdelnour Kawa, je vais commencer par Abdelnour. Abdelnour, vous avez travaillé assez longtemps avec Rabah Madjer, justement, lorsqu'il était coach national. Une première fois, c'était il y a quasiment 25 ans, c'est cela? C'était en 2000. C'était en 2000. Tout d'abord, Mustapha, bonsoir, et je te souhaite également un bon anniversaire, mon ami. Merci Abdelnour, merci beaucoup. Effectivement, on avait travaillé. Voilà, donnez-nous quelques anecdotes. J'ai envie un petit peu d'avoir quelques Il y a une anecdote que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est qu'après la Coupe du Monde 82, Madjer voulait signer au Mouloudia. Ça, c'est une première. 30 ans après, 40 ans après plutôt. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait parce qu'à l'époque, la réglementation ne le permettait pas. Donc, il a re-signé au NED. Et il avait repris, c'était la 9e journée du championnat. Et c'est là où il y a eu la catastrophe du stade du 20 août, puisque le stade était archi-comble et il y avait tellement de supporters que les supporters ont grimpé sur la toiture du virage, qui s'était effondré, et malheureusement il y a eu beaucoup de morts. Et vous parlez, on voit les images de cet entraînement magnifique à Rabah Madjer il y a quelques années de cela. Et donc, et puis là il a continué au NAD, et du NAD il a rejoint le Racing de Paris, puis on connaît tout de suite la fameuse carrière qu'il a eue. Mais tu sais Abdelnour, oui. Abdelnour, oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas un petit peu mon passage. À l'époque, avant même de parler du Mouloudia, juste après le mondial 82, je devais partir au Paris Saint-Germain. Il y a M. Borilli qui était président du Paris Saint-Germain. Il est même venu en Algérie. Il a négocié avec moi, il a négocié avec la fédération, avec M. Fezda et M. Mchalala. Et je devais partir au PSG avant même le Racing Club de Paris. Mais malheureusement, ce qu'a proposé à l'époque Borilli, c'était vraiment pas intéressant et j'ai laissé tomber. Et puis après, j'ai parlé avec la fédération, je leur ai dit, écoutez, moi je suis un supporter du Mouloudia depuis que j'étais jeune, parce qu'à l'époque, on habitait à Clément de France. Et bien sûr, ton papa, le Mouloudia ou le Ujma. Et à l'époque, je supportais le Mouloudia. J'ai dit, laissez-moi au moins une année. Pour l'année prochaine, je pars à l'étranger. Ils m'ont dit, non, tu ne peux pas jouer au Mouloudia parce que le règlement ne t'autorise pas. Et je suis resté honnête. Et d'ailleurs, Jeunesse, c'est le seul club avec qui j'ai joué en Algérie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé aussi au NED. C'est un grand club formateur et je garde que des bons souvenirs aussi au NED. Très bien, avant de conclure, Mzenere, là aussi vous avez déjà un passé très récent, vous étiez en compagnie de donc à la tête de cette sélection nationale. Un mot, peut-être là aussi une anecdote sur... Nous, on se connaît depuis qu'on est très jeune, donc en plus on habite dans le même quartier, donc on habite l'un en face de l'autre. Très bien. Donc on se connaît depuis très longtemps et moi j'ai eu le plaisir de travailler avec Mustapha et il m'avait sollicité, je ne pouvais pas dire non. Il s'agissait d'abord de l'équipe nationale. En plus, Mustapha est un ami à qui je ne pouvais pas dire non. Donc on a travaillé, on a fait ce qu'on a pu. Après, le reste, ça reste dans l'histoire. Ça fait partie du football, hein, j'ai envie de dire. Bon anniversaire, mon ami, à tes 100 ans, Inch'Allah. On espère le Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. On espère vous revoir très bientôt en Algérie. Pourquoi pas sur ce plateau, vous avoir avec nous. En tout cas, vous avez les salutations de pas mal de personnes qui travaillent avec nous, notamment il y a un fidèle... Merci, je leur passe le bonjour. Voilà. Et je voudrais aussi, Saïd, je voudrais te féliciter pour cette émission de qualité avec des grands messieurs dans votre studio. Merci beaucoup, Rabah. Je disais donc il y a Mohamed Stoul, un fervent amoureux, j'ai envie de dire, de Rabah Madjer qui vous salue. Merci, Rabah. À très bientôt. Je leur passe le bonjour. Très bien. Donc, on a pensé à vous. Un petit clin d'œil à Rabah Madjer, notre légende. Merci. À très bientôt, Rabah. Donc, on arrive, messieurs. Et bonne année, Saïd. Bonne année à tous les Algériens. Que du bonheur, santé, prospérité, Inch'Allah. Merci beaucoup. Yatek Saha, Rabah Madjer. Je le disais donc...
Bonne année, effectivement, mais il nous reste encore des émissions. Merci Rabah Majed. Merci à vous tous, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique donc, de la régie 2. Une petite dédicace, j'ai envie de dire, à notre ami Amin Benbida. Donc, félicitations pour son nouveau-né, Youssef, et un clin d'œil à sa sœur, sa petite sœur, donc Célia. Je vous dis donc à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.